Les détectives sont entrés dans un véritable film d'horreur qui a pris vie l'autre soir. Les gars, littéralement, aucun d'entre eux n'avait jamais vu quelque chose comme ça auparavant. Un tuyau concernant une scène troublante dans un sous-sol, tout droit sorti d'un film d'horreur, a conduit la police à une découverte si extrême que les enquêteurs affirment qu'il s'agissait d'un véritable film d'horreur dans la vie réelle. Des centaines de crânes et de restes humains auraient été prélevés dans des tombes profanées, selon les autorités. Les preuves indiquent l'existence d'un marché en ligne pour les ossements humains et désignent Jonathan Gerlock, 34 ans, accusé d'avoir transformé les morts en collection. Nous enquêtons sur l'affaire de Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Salut à tous! Un instant. Je veux parler de quelque chose qui fait peur, ne pas être là pour sa famille. C'est quelque chose qui peut vous traverser l'esprit quand vous couvrez ou consommez du contenu sur les faits divers, parce qu'on voit les réalités effrayantes de ce qui peut arriver. L'assurance vie, ce n'est pas facile d'en parler, mais cette année, vous pouvez gérer l'essentiel. Avec une assurance, votre famille est protégée et vous restez serein. Fabrique par Gerberlife, une assurance vie temporaire que vous pouvez souscrire dès aujourd'hui. Elle est conçue pour les parents occupés comme vous, en ligne, selon votre emploi du temps, directement depuis votre canapé. Et vous pouvez être couvert en moins de 10 minutes sans examen médical requis. Maintenant, si vous avez une famille, le moment de souscrire à l'une des polices de Fabrique, c'est maintenant. Elles sont de haute qualité et suffisamment flexibles pour s'adapter au budget de votre famille. Rejoignez des milliers de parents qui font confiance à Fabrique pour protéger leur famille. Postulez dès aujourd'hui en quelques minutes sur meetfabric.com/OTC. C'est M-I-U-T Fabric.com/OTC. Vous croyez connaître toutes les histoires criminelles, puis une affaire vraiment troublante survient, tellement loin du domaine de la compréhension normale que cela vous oblige à faire une pause. Cette histoire débute dans un lieu censé offrir la paix éternelle. Le cimetière du Mont Moria est un grand cimetière historique près de Philadelphie, selon la police. À partir de novembre, juste après Halloween, quelqu'un a commencé à s'introduire, mais ce n'était pas pour voler des bijoux ou des objets de valeur. Nous avons déjà vu cela dans des cimetières. C'est toujours méprisable, mais cette affaire est différente parce que, selon la police, cette personne aurait volé les morts. Des mausolées et des caveaux souterrains, certains contenant des restes vieux de plus d'un siècle, ont été forcés et vidés sur une période de 2 mois. Fin décembre, les détectives de la police de Yaden rassemblaient des indices. Canettes de boissons énergisantes sur place, piquets de tentes achetés par un suspect. Des lecteurs de plaques d'immatriculation étaient présents. Ils allaient donc probablement découvrir qui entrait dans ce cimetière. Et leur enquête les a menés jusqu'à une maison tranquille à Ephrida, en Pennsylvanie, et à un homme de 34 ans nommé Jonathan Gerlock. Et ce qu'ils affirment avoir trouvé à l'intérieur de cette maison dans le comté de Lancaster a été décrit par des agents des forces de l'ordre chevronnés comme quelque chose tout droit sorti d'un film d'horreur. Selon une déclaration sous serment de la police, ce renseignement a permis de résoudre l'affaire. Une connaissance s'est manifestée en décembre et a déclaré qu'un parent de Jonathan Gerlach lui avait confié avoir vu quelque chose d'horrible dans le sous-sol de Gerlach. La déclaration sous serment rapporte que le parent a décrit un cadavre partiellement décomposé, suspendu comme une exposition. Ils ont dit que le corps était attaché sous les épaules. Ce renseignement, nommé cadavre dans le sous-sol, servait de fil conducteur. Les détectives ont ouvert le feu, tandis que l'univers numérique de Gerlach fournissait un décor troublant. La police déclare désormais que son Instagram suivait plus de 500 comptes sur la taxidermie, les squelettes, les curiosités et les musées d'ossements. Ils l'ont trouvé sur un groupe Facebook nommé Groupe de vente d'os et de crânes humains. Nous avons également trouvé ce groupe, et il s'agit d'un groupe Facebook public où des personnes vendent et échangent des os, vraisemblablement humains. Je ne savais même pas que c'était légal, je ne sais même pas si c'est légal, et nous en parlerons davantage au fil de cet épisode. Maintenant, il y a une publication dans ce groupe datant d'octobre 2025 qui remercie Gerlach et mentionne l'ajout d'une citation. Un adolescent aurait rejoint la collection lors d'une froide nuit de janvier. La police dit avoir vu Gerlach sortir du cimetière dans l'obscurité avec un sac en toile de jute. Quand ils sont intervenus pour l'arrêter, ils ont regardé dans ce sac. Selon l'affidavit d'arrestation, ils ont trouvé les restes momifiés de 2 petits-enfants, 3 crânes et d'autres ossements. Et cette arrestation a conduit à un mandat de perquisition pour son domicile. Et ce que la police dit avoir découvert dans le sous-sol du centre, avenue Washington, est le genre de scène qui hante les enquêteurs. Le simple fait de le lire vous hante. Écoutez maintenant le procureur du comté de Delaware décrire cette découverte en conférence de presse. Les détectives sont entrés dans un film d'horreur devenu réalité l'autre soir.
Les gars, c'est une scène incroyable à laquelle personne n'était préparé. De moi-même au détective jusqu'au médecin légiste qui essaie maintenant de reconstituer ce qu'il voit. Littéralement, aucun d'entre eux n'a jamais vu quelque chose comme ça auparavant. Waouh! Donc tout commence avec un cimetière qui, franchement, a connu des jours meilleurs. Le mont Moria est immense. Il fait 160 acres et abrite environ 150 000 tombes. Et parce qu'il est si grand et partiellement abandonné, il est devenu une cible. Et, selon le procureur du district, de novembre 2025 jusqu'au début janvier, quelqu'un s'introduisait dans les mausolées familiaux scellés et les caveaux funéraires souterrains. Le procureur du district a détaillé les faits lors de la conférence de presse. 26 mausolées distincts et nos sites d'inhumation souterrains avaient été forcés et, faute de meilleurs termes, ont été profanés à 26 reprises différentes. Au beau milieu de la nuit, la police affirme que des cercueils étaient fracturés pour voler des restes humains. Et pendant des semaines, cela a été un mystère. Mais ensuite, la police affirme que le travail d'enquête à l'ancienne et l'aide de la haute technologie ont commencé à les orienter dans une direction. Ils ont identifié un véhicule suspect, un Toyota Recreational Active Vehicle 4 Bordeaux, qui commençait à apparaître sur les lecteurs de plaques d'immatriculation près du cimetière, exactement au moment où ces effractions se produisaient. La voiture était au nom de Jonathan Gerlach, résidant à plus d'1 heure de route, dans le comté de Lancaster, Pennsylvanie. Au même moment, une information étrange arrive sur un corps dans une cave. Et quand les détectives consultent les réseaux sociaux de Jonathan Gerlach, comme l'a dit le procureur, cela ne me paraît pas être une coïncidence. Ils ont alors instauré une surveillance et le 6 janvier disent avoir retrouvé Jonathan Gerlach. Le procureur l'a décrit ainsi. Gaydon mérite vraiment beaucoup de crédit pour ça, pour avoir fait du bon vieux travail de police. En passant en revue les lecteurs de plaques d'immatriculation, en suivant les preuves matérielles, en reconstituant un suspect, en coopérant avec la Criminal Investigation Department, nous avons développé ce suspect. Nous avons tendu une embuscade et surpris M. Gerlach en train de profaner un autre monument il y a seulement 2 jours. Ils affirment que Gerlach a été arrêté avec un pied de biche et un sac d'os. Désormais, les détectives disent qu'ils connaissaient les effractions dans les cimetières. Ils avaient leur suspect, mais ils n'avaient aucune idée, selon le procureur, de ce dans quoi ils allaient mettre les pieds en entrant chez lui. Avec Gerlach en garde à vue, ils ont perquisitionné son domicile dans le comté de Lancaster. C'est alors que l'affaire du cimetière a pris une tournure totalement différente. Ils ne considéraient pas que les preuves du Mount Moria. Selon le procureur, ils avaient trouvé une collection. Des mandats de perquisition ont été exécutés à son domicile à Ephrida, où plus de 100 squelettes humains ont été retrouvés, et ce n'est qu'en partie. Nous essayons encore de savoir combien sont complets et ce que nous examinons. Un autre box de stockage appartenant à M. Gerlach a aussi été trouvé à Ephrida. Nous y avons trouvé 8 autres restes humains. Très simplement, les détectives ont déjà retrouvé énormément d'ossements à ce stade, et nous essayons toujours de reconstituer qui ils sont, d'où ils viennent et combien de personnes nous avons à identifier. Et il va falloir encore pas mal de temps avant d'avoir une réponse définitive. Il est maintenant arrêté. Le juge Williams a fixé la caution à 1 million de dollars en espèces. Il est inculpé de 26 chefs d'accusation de cambriolage, d'intrusion criminelle et de toute une série d'autres infractions. Kelly Wilson, responsable des relations médias, va distribuer une plainte pour que vous ayez la liste complète des chefs d'accusation. Très simplement, les détectives sont entrés dans un film d'horreur devenu réalité l'autre soir, les gars. C'est une scène incroyable à laquelle personne n'aurait pu s'attendre. De moi-même aux détectives, en passant par les médecins légistes qui essaient maintenant de reconstituer ce qu'ils examinent. Littéralement, aucun d'entre eux n'a jamais vu quelque chose comme ça auparavant. Quand j'avais 16 ans, un ami à moi a été tué dans un accident de voiture et j'ai personnellement visité sa tombe. Comme beaucoup après la perte d'un proche, je sais que ses parents ont aussi visité ce lieu. Je ne peux pas imaginer ce que cela leur ferait de savoir que quelqu'un comme ce type avait déterré ses restes et faisait Dieu sait quoi avec eux. C'est vraiment, au sens le plus littéral du terme, horrible. Je compatis avec ceux qui sont bouleversés par cela, qui le vivent, qui essaient de savoir s'il s'agit en fait de leurs proches ou de leurs enfants. Parce que nous avons trouvé des restes que nous pensons être ceux de nourrissons âgés de quelques mois parmi ceux qu'il avait collectés. Nous pensons à chaque famille concernée. Certains restes ont des centaines d'années. Nous essayons de comprendre ce que nous avons. À ce stade, nous ne pouvons pas encore dater ni identifier tous ces restes. Après cette découverte, Jonathan Gerlach a été officiellement inculpé.
selon le procureur du comté de Delaware en Pennsylvanie. Il doit désormais répondre à plus de 500 chefs d'accusation, dont 26 pour cambriolage de mausolées et caveaux et 100 pour abus de cadavres. Un pour chaque ensemble de restes prétendument trouvés, 100 chefs de vol et de recel de biens volés pour les restes dérobés, ainsi que de multiples chefs de profanation d'un objet vénéré, d'un lieu de sépulture historique et d'un monument public. L'ampleur de cette collection et la façon dont la police dit qu'elle a été constituée apparaissent clairement dans les déclarations sous serment du mandat de perquisition. Alors commençons par la façon dont ils disent qu'il obtenait ces restes, selon l'affidavit. Ce n'était pas une opération délicate pour les caveaux souterrains. Il est accusé d'avoir utilisé des palettes en bois cassé comme échelle de fortune pour descendre dans des cryptes profondes de 3 à 4 mètres. Il aurait utilisé des pièdes de biche et des barres à mine pour briser les scellés et couvercles de cercueils sans vraiment dissimuler ses traces. Citation. À l'intérieur du mausolée Pritchard, parmi les débris causés par les blocs de béton et le marbre endommagé, se trouvait une canette de 24 onces de boisson énergisante Monster. Canette. La canette contenait encore un peu de liquide. Sur la parcelle familiale Ogden, on a retrouvé une cigarette mentholée marbrée à moitié fumée. Une paire de lunettes à monture noire a été retrouvée au sol. Donc si tout cela est vrai, Gerlach n'a pas vraiment cherché à dissimuler ses traces. Il y avait aussi un pied de biche noir hyper tough de 15 pouces qui a été retrouvé au sol sur la parcelle familiale Lubert. Selon le mandat, la police a retracé un piquet de tente en métal noir trouvé près d'une tombe perturbée jusqu'à Gerlach. Il avait volé à l'étalage dans un magasin Ace Hardware le 31 octobre, mais avait aussi payé certains articles avec sa carte de crédit ce jour-là. Et l'un de ces articles achetés, citation, l'un des articles achetés figurait sur le reçu comme piquet de tente, en acier, 12 pouces. Le détective a mesuré le piquet, retrouvé près de la parcelle Ziegler, le 26 décembre 2025 et a confirmé qu'il mesurait bien 12 pouces de long. Citation. Informez-vous sur Jonathan Gerlach concernant le vol du mausolée du comté de Luzerne. Un ami de sa famille m'a dit qu'ils ont récemment trouvé une citation. Un cadavre partiellement décomposé pendu dans sa cave, mais ils avaient peur d'en parler à la police. Ils soupçonnent qu'il pourrait être derrière le vol du mausolée du comté de Luzerne, qui a eu lieu à peu près à la même période, début novembre. Le mausolée a été cambriolé entre le 1er et le 6 novembre, et Jonathan a été accusé de vol à l'étalage à East Earl Township, le soir d'Halloween, le 31 octobre. Maintenant, même si ce n'est pas un crime, vous verrez sur son Instagram qu'il suit des comptes liés à la taxidermie, à la collecte et à la vente de squelettes et d'objets insolites, ainsi qu'aux os, etc. Il a également disparu pendant quelques jours en novembre et a mentionné qu'il avait été à Chicago pour vendre un crâne humain. Mais peut-être que la preuve numérique la plus accablante, selon l'affidavit, provient de ses relevés téléphoniques et des données de localisation d'après les affidavits. Avant novembre 2025, son téléphone n'avait jamais émis de signal près du cimetière. Puis, soudainement, il s'y est retrouvé à plusieurs reprises pendant la nuit, coïncidant parfaitement avec les effractions. Citation du 31. Octobre 2025 à 22h. 30 jusqu'au 1er novembre 2025 à 8h50. Le portable de Gerlach utilisait le réseau cellulaire couvrant le cimetière du Mont Moria. Le 3 novembre 2025 de 13h35 à 17h06, le portable de Gerlach utilisait les ressources cellulaires couvrantes. 1510 chemin Westminster Plain Township, Pennsylvanie. Un autre cambriolage de mausolée a été signalé. Donc, les preuves pourraient s'accumuler ici et il pourrait faire face à encore plus d'accusations. Pas seulement pour ce qui se serait passé au cimetière et au mausolée de Moria, près de Philadelphie. Maintenant, du 23 décembre 2025 à 21h58 jusqu'au 24 décembre 2025 à 8h29, le téléphone portable de Gerlach utilisait les réseaux cellulaires qui couvrent actuellement le cimetière de Mount Moria. Tout cela a conduit à la surveillance et à l'arrestation le 6 janvier. Et après son arrestation, la police déclare. Gerlach a fait une série de déclarations qui, selon le mandat, équivalent à une citation de confession. Gerlach, informé de ses droits, a reconnu avoir retiré des ossements humains d'une tombe au cimetière du Mont Moria. Gerlach a ensuite été interrogé au siège du Criminal Investigation Department du comté de Delaware, où il a reconnu avoir volé environ 30 ensembles de restes humains du cimetière du Mont Moria. Gerlach a déclaré qu'il avait vendu certains restes en ligne, mais que la grande majorité d'entre eux se trouvaient dans la cave de sa résidence actuelle. Alors, décomposons ce que la police dit avoir trouvé parce que, selon l'affidavit, un examen du profil Instagram de Gerlach, que nous avons d'ailleurs flouté en raison des règles sur YouTube et sur Internet.
Cette longue liste de crânes, et il y a même des squelettes d'animaux qu'il possède, tout cela est sur son Instagram. Nous devons les flouter parce qu'il s'agit de restes humains et nous ne pouvons pas vous montrer ces choses sur les réseaux sociaux. C'est comme ça. J'ai un peu marqué une pause parce que c'était vraiment glaçant de faire défiler son Instagram pendant qu'on préparait cette histoire. Mais ce profil a révélé qu'il suivait 533 comptes et les découvertes les plus explicites, en fait, elles étaient vraiment sur sa page Facebook. Les enquêteurs ont trouvé un profil pour Gerlock, surtout lié au groupe appelé Groupe de vente d'os et de crânes humains. Dans ce groupe, les enquêteurs ont retrouvé une publication du 16 octobre 2025 d'un autre utilisateur, identifiant Gerlock avec la mention appel du courrier. Pourtant, comme toujours, lol. J'ai maintenant un adolescent possible dans la collection, ainsi qu'un babouin et un singe qui faisaient en partie d'un sac en peau humaine. Merci. Non à vendre est l'abréviation utilisée sur les places de marché en ligne pour signifier non à vendre. Nous accueillons Joseph Scott Morgan, professeur de criminalistique à l'Université d'État de Jacksonville. Heureux de vous recevoir sur Law on Crime. Waouh, cette affaire, vous savez, rien que d'imaginer être détective et entrer dans la maison de cet homme dans le comté de Lancaster et voir ce qu'ils disent, moi qu'il a vu. Je sais que vous avez vu beaucoup de choses au cours de votre carrière et je ne sais pas si quelque chose peut encore vous empêcher de dormir la nuit après tout ce que vous avez vécu dans votre métier. Avant d'aborder le sujet, puis-je vous demander, avez-vous déjà vu une telle affaire? Je me demande comment les détectives, après avoir vu cela, peuvent encore dormir la nuit. Oui, pas à cette échelle. Vous savez, beaucoup utilisent ce terme, Chris. Je déteste l'utiliser, mais c'est presque à l'échelle industrielle quand on pense au temps qu'il faut pour essayer de récupérer ce genre de reste. Donc, si vous êtes détective et que vous avez l'habitude de travailler, je ne sais pas. On pense d'abord au cambriolage comme des vols, mais ensuite cela devient vraiment sombre. C'est l'un des aspects les plus terrifiants. Je déteste les sous-sols. Et le fait que ces policiers auraient dû, d'après ce qu'on entend, descendre dans le sous-sol de cette maison. C'est presque comme une scène du film Le silence des agneaux, Oui, vous savez, quand on pense à l'horreur qui a été révélée. La chose la plus proche à laquelle je peux penser, c'est ce type dans les années 50 à Plainview, dans le Wisconsin. Lorsqu'ils sont entrés chez Ed Gein et ils ont vu vous savez, ce qu'ils ont découvert devant eux, c'est quelque chose qu'ils ne pouvaient même pas. C'est comme, qu'est-ce que je suis en train de voir, n'est-ce pas? Est-ce que je vois vraiment ce que je pense voir? c'était vraiment comme dans un film d'horreur, même si c'est un cliché de le dire. J'utilise souvent cette expression, mais là, c'était vrai. Quand on entend ce qu'il y avait dans la maison ou l'émission, on se demande comment est-ce possible. Comme Massacre à la tronçonneuse, vraiment, c'est de la terreur pure quand on pense à tout ça. Et l'autre aspect aussi, c'est que on a trouvé son Instagram, mais on ne pouvait pas montrer les photos sur YouTube à cause des règles sur les restes humains. Pourtant, tu fais juste défiler. Il ne cachait soi-disant rien. Je veux dire, c'était un marché ouvert du genre «Eh, j'ai ça, j'ai ça». Et puis il y a ce groupe Facebook dont il faisait partie, où les gens, bah, tu sais, c'était un groupe Facebook public. Je veux dire, on a regardé et les gens vendaient simplement des restes humains, comme des os. Est-ce que c'est légal? Je n'ai jamais vu ça, ou alors je n'y ai jamais vraiment fait attention avant. Mais comment peut-il y avoir un marché ouvert, presque légal, pour ce genre de choses, hein? Ce n'est pas un marché ouvert. Ces choses sont strictement contrôlées. Et toi, on a couvert quelques affaires. Je sais que je l'ai fait dans Body Bags. Vous en avez peut-être parlé à Long Crumb, car ces affaires ont été jugées. Tu connais ces affaires, comme ces pompes funèbres qui démembrent des corps et vendent les parties pour la recherche médicale? Je crois qu'il y en a une dont j'ai entendu parler au Colorado, mais la différence ici, c'est que là-bas, il s'agit de tissus frais, tu vois, quand tu y penses. Et tu sais, on utilise des spécimens anatomiques pour étudier l'anatomie humaine. Évidemment, même ici à l'université Jack State, j'ai un laboratoire d'anatomie humaine que j'utilise pour mes cours médico-légaux et j'ai des restes humains. Mais ceux-ci proviennent d'un environnement très spécifique et contrôlé. Là, tu parles d'un individu il se prend clairement pour un entrepreneur, non? Il va sortir et, en gros, piller des tombes. L'une des images qui m'est venue à l'esprit était
Et pardonne-moi parce que j'aime visiter les cimetières. Je viens de la Nouvelle-Orléans à l'origine, donc si jamais tu as l'occasion d'y aller, l'une des choses à faire là-bas, ce sont les visites de cimetières, et il y a beaucoup de beauté dans ces lieux, en particulier les mausolées. Et je me disais, bah, ce type, s'il a, tu sais, cette fibre entrepreneuriale, quand il entre dans, et je pense au cimetière du Mont-Moria, euh, mec, pour lui, c'est comme entrer dans un hypermarché. Réfléchis à ça, parce que maintenant, il est réduit. Le chagrin, l'horreur, la solitude, tout ce que ces familles ont vécu, peut-être en remontant jusqu'aux années 1850. Le mont Moria, fondé dans les années 1850, est un cimetière victorien. Il a pris tout cela et l'a monétisé. Laissez ça vous imprégner un instant. Et ça, encore une fois, c'est un aspect de tout ça qui va au-delà du simple récit d'horreur. On en arrive littéralement au trafic de chair humaine à ce stade, Oui. où tu profites de cet échange qui a lieu. Le fait qu'ils aient été aussi audacieux au point de faire ça sur Facebook, tu te moques de moi, mec, et personne. Apparemment, personne n'a réagi au début. Non, et je pense aussi à quel point c'est audacieux. Pas seulement la vente présumée de ses os et crânes et toutes les différentes choses qu'il avait, ainsi que d'autres personnes en ligne. Mais puisqu'il fait face à des accusations pour cela, Gerlock. Sur les lieux, ils ont trouvé une canette de Monster à moitié bu, ils ont trouvé une cigarette Marlboro. Il ne cachait pas du tout le fait qu'il faisait ça. Je me demande s'il pensait que personne ne le remarquerait ou ne le retrouverait, ou si cela lui était égal. Il pensait à sa façon bizarre, je ne sais pas, mais c'est comme s'il n'avait rien caché de tout ça. Je pense aussi à ses familles, hein, c'est ça la question pour moi. Et il y a certains restes qui ont 200 ans qu'il aurait soi-disant volés, mais il y a aussi les restes de nourrissons de notre époque. Comment fait-on maintenant pour trier tout ça? Quelle est la science derrière l'identification de ces personnes et comment rendre les restes aux familles? Oui, c'est un élément très important, Chris, et c'est, tu sais, c'est un combat. Tu sais, nous avons déjà eu d'autres cas par le passé. Je réfléchis en ce moment et j'encourage tout le monde qui m'entend à se pencher sur cette affaire. C'est l'affaire du crématorium de Tree County en Géorgie qui impliquait 3 comtés ou 3 États différents. Je suis désolé, Alabama, Tennessee et Géorgie, c'était un crématorium où un gars ne faisait littéralement rien. Il laissait les restes se décomposer sur sa propriété avant de les rendre aux familles sans les incinérer. Du bois brûlé, des cendres, du gravier et un truc scellé. Et donc ils possèdent encore des dossiers datant des années 90 ou du début 2000 avec des restes non identifiés. Combien? Encore plus avec une affaire comme celle-ci? Parce que vous avez ce genre de restes qui remontent, comme je l'ai dit, peut-être jusqu'aux années 1850, d'accord? Et puis vous avez des affaires plus récentes. Je pense que cela va être un domaine important, ce n'est que mon avis, un domaine où la généalogie génétique médico-légale pourrait vraiment jouer un rôle. Il y a eu une affaire dont nous avons parlé dans Body Bags et que Tram a prise en charge concernant ce qu'on appelait l'affaire de la Dame du Puy, et cette femme avait disparu juste après la Première Guerre mondiale. Et ils ont retrouvé des restes squelettiques au fond de ce puits. Elle avait été victime d'un meurtre, et je crois que la police a montré, et cela se passait à Toronto, il me semble. La police s'est présentée au domicile de son arrière-petite-fille et a demandé « Êtes-vous apparenté à cette personne ?» Et il s'est avéré que oui. Ils ont fait une correspondance génétique là-bas, mais c'est que il a tellement de restes, Chris, que ça va être un effort herculéen de la part de ceux qui vont devoir les identifier. La première chose que tu vas devoir faire, c'est aller sur tous ces petits sites, et je n'y crois pas. Ils disent que ça aurait pu commencer en novembre. Je n'y crois pas. Je pense que ce type est très à l'aise avec ça. Je pense qu'ils essaient sûrement de retrouver où ils vivaient avant, ou s'il y a eu d'autres cambriolages similaires. Ça paraît un peu étrange de dire ça à propos d'un cimetière, non? Cambriolage ou vol dans d'autres cimetières associés. Ou peut-être qu'il a des complices, parce que tu sais, c'est comme une ruée vers l'or, mec. Je veux dire, tu viens ici et les gens se sentent à l'aise de piller des tombes, donc tu vas avoir ce mélange de restes humains. Tu sais, tu as parlé de la façon dont il stockait ses corps.
Est-ce que les corps étaient intacts quand il les a récupérés? Restait-il encore des fragments de tissu ou de vêtements qui maintenaient les corps en place dans un certain état de conservation? Ou est-ce que tout avait disparu? Tu parles simplement de plusieurs restes squelettiques. Comment gères-tu cela, par exemple, si on récupère un corps? Moi-même, avec, tu sais, des anthropologues médico-légaux sur le terrain, nous sommes très, très prudents lors de l'excavation d'une scène et pour récupérer chaque minuscule fragment de squelette. Et nous gardons cela bien contenu. Ce type-là ne cherche pas à garder les choses contenues. C'est comme, hé, tu veux un fémur humain, j'en ai 6 à te proposer, j'en ai 7 à te proposer. Oh, et regarde tous les crânes que j'ai, parce que apparemment il a tout un tas de crânes, tu vois. Donc ce n'est pas comme s'il gardait tout ça pour lui, il se procure ces trucs pour avoir des clients. D'accord? Non? Et quoi? Qu'est-ce qui manque aussi? Combien d'autres choses a-t-il vendu qui circulent encore quelque part? Parce que je me demande aussi s'ils vendaient à des gens hors de l'État, en Pennsylvanie. Et là, tu franchis les frontières d'État d'une manière très étrange et tordue. Ouais? C'est du commerce interétatique, donc une accusation fédérale. Ah oui, apparemment j'entends dire je ne sais pas. Je suppose que tu entends la même chose. Apparemment, il y a un voyage impliqué où il va à Chicago pour vendre un crâne. D'accord, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais juste le fait qu'il ait volé quelque chose comme ça et que, tu sais, il en soit en possession. Il monte dans son véhicule, traverse, tu sais, quelle que soit la distance géographique qui le sépare de chez lui, en Pennsylvanie, et le remet. Je doute qu'il fasse tout ça pour quelques centaines de dollars. Tu vas exploser ta marge bénéficiaire. D'accord, rien que le trajet en lui-même. Disons qu'il gagne 1000 $ avec ça. Eh bien, ça couvre juste l'essence. En plus, maintenant, il connaît quelqu'un à Chicago qui peut dire: «Hey mec, j'ai eu un crâne d'un gars en Pennsylvanie. Quelqu'un a-t-il encore besoin de quelque chose ici? Car c'est notre gars.» Et tu sais, ça s'intensifie et ça se propage de façon exponentielle. Tu sais, j'ai toutes sortes de peurs liées à ça parce que je veux savoir si c'est un événement isolé, si ce gars est seul ou s'il y a tout un groupe. Et pour revenir à l'histoire de Facebook, est-ce qu'il y a tout un groupe de personnes impliquées dans ce commerce épouvantable? C'est horrible. Oui, tu peux en être sûr, les fédéraux s'y intéressent. Ils vont examiner ce type de prêt longtemps. C'était lors de la préparation de l'histoire, comme mentionné dans le document du tribunal. Voici le groupe Facebook dont il faisait partie. Ensuite, c'était juste, tu sais, chercher ça sur Facebook. Et ensuite, c'était comme, je n'arrive pas à croire que ça existe vraiment. Et il y a, tu sais, je sais, sur une de ses publications Instagram, il aurait écrit qu'il était comme, c'était éco ou comme. Il a utilisé le terme d'origine éthique. Et c'est comme, où pourrais-tu même te procurer quelque chose comme ça de façon éthique? Et puis, clairement, si tout cela est vrai, ce n'était pas d'origine éthique. Est-ce que d'origine éthique implique un pied de biche dans un cimetière et un sac en toile de jute? Ça ne ressemble à rien, ça ne ressemble à rien de relatif. Tu pourrais le présenter comme ça, parce que c'est quel est le terme que les gens utilisent? C'est une mauvaise image, tu vois? Parce que quand il a finalement été attrapé et que ça durait depuis un moment, la police avait déjà remarqué ce qui se passait. Bien sûr, il y a eu des plaintes et des signalements. Il y a un agent des forces de l'ordre, vous savez, qui surveille un peu cette affaire. Je pense qu'ils avaient peut-être installé des caméras. D'ailleurs, hem, i vous savez, il voit ce type au milieu de cet événement et il le trouve avec un sac en toile de jute, ce qui est terrifiant, pour une raison quelconque. À un certain niveau, pour moi, et en sortant d'un cimetière, je pense qu'il a un tournevis, il a un pied de biche. Voici autre chose que les gens pourraient trouver intéressant. Saviez-vous? Il existe toute une classification dans la plupart des codes de droit pénal des États qui identifie en fait ce que l'on appelle des outils de cambriolage. Et donc cela peut arriver. C'est arrivé dans l'affaire de Ted Bundy, par exemple, parce qu'il avait un ensemble d'outils de cambriolage. Et ces objets pourraient être des choses que nous avons dans notre garage, à la maison, et ainsi de suite. Mais si vous transportez un pied de biche, un gros tournevis, ces objets sont faits pour forcer. D'accord. Il a aussi laissé de nombreuses preuves, car si c'est ce pied de biche qu'il utilise, il y aura des stries dessus. Elles se transféreront sur les portes du mausolée, par exemple, si vous devez forcer leur ouverture. Certaines n'ont pas été déverrouillées depuis des années. Ensuite, il entrera dans le mausolée et découvrira les cryptes.
Et je fais juste, vous savez, je lance juste l'idée, il faut retirer la façade de la crypte elle-même. Donc, est-ce qu'il utilise aussi un pied de biche pour forcer cette chose à s'ouvrir? Et ensuite, y a-t-il des restes dans des cercueils à l'intérieur? Je serais très curieux de découvrir à quoi ressemble l'intérieur de ces mausolées. Est-ce que c'était un événement organisé ou est-ce qu'il a simplement fracassé tout le côté pour accéder au corps aussi vite que possible? Les débris sont simplement restés, laissant une trace médico-légale, ah, 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 une sorte d'empreinte médico-légale. En général, il a laissé cela partout, ce qui permet de relier les méthodologies. Vous savez, il aime utiliser un pied de biche, comme n'importe quel autre cambrioleur, un pied de biche, une barre à mine. Il va aussi faire quelque chose avec un tournevis, alors, sans parler de tous les outils impliqués dans la façon dont il manipule les corps. Vous savez, une fois qu'il rentre chez lui, je suis un peu tenté d'utiliser le mot repair ici, un peu maléfique. Vous voyez, vous retournez là. Que faites-vous de ces ossements? Parce qu'il y a eu des gens là-bas au fil des années. Il y a eu plusieurs cas où ils faisaient des choses ornementales, décoratives sur les os eux-mêmes et ils les vendaient. Ils utilisent notamment l'argent sterling pour fabriquer des revêtements, des récipients pour boire, manger et autres objets similaires. Écoute, tu pourrais trouver ça absurde, mais à ce stade, plus rien ne l'est. Quand tu penses à ce gars qui entre dans un cimetière et pille vraiment des tombes, Je pense aussi que cela revient simplement à la boisson Monster présente dans la cigarette Marlboro. Et tu vois, si c'était une série, pour reprendre la référence au film, tu te dirais qu'aucun criminel n'aurait l'audace de faire ça aussi ouvertement. Selon les enquêteurs, c'est ce qu'il faisait. Un autre aspect pour moi, c'est là que ça devient morbide. Mais je me demande, comment a-t-il pu vivre dans cette maison avec l'odeur et tout ça, les produits chimiques? Ça devait être dans l'air s'il ramenait des corps et même leurs os à ce stade, puis qu'il les gardait chez lui. Parce qu'il y en avait sur Instagram, et je ne sais pas trop comment le dire, mais il y avait encore des cheveux sur certaines parties qui étaient là. Je ne sais pas comment le dire sans vous donner la chair de poule. Mais comment peut-il vivre dans cette maison? Oui, oui. les gens doivent être conscients de ce dont on parle ici. On ne peut pas détourner le regard, c'est la réalité de tout ça. Et tu sais, laisse-moi, avant d'entrer dans le sujet, juste me permettre de préciser, ça pourrait être n'importe lequel de nos proches, n'importe lequel de nos êtres chers, des personnes qui, tu sais, se sont occupées de nous quand on était petits. Ouais. Pense à quel point c'est horrible, ta grand-mère, ton grand-père, peu importe qui c'est. Et ce type utilise ses restes, tu sais, pour son propre intérêt à ce moment-là. Donc revenons à la maison. La maison est un élément important dans tout ça, surtout si tu la considères simplement comme un lieu de stockage. L'un des problèmes que les gens ne réalisent pas avec ces anciennes sépultures, c'est qu'il y a des années, quand on a commencé à embaumer les corps et ce genre de choses, devine quoi? On utilisait des métaux lourds pour embaumer les corps. Donc ces substances ont des demi-vies incroyablement longues. Alors il entre dans cet environnement et il force ces choses à s'ouvrir. Il récupère ces restes, potentiellement contaminés par des métaux lourds, et les ramène chez lui dans son sous-sol, tu te rends compte? Et toutes les personnes qui vivent autour de lui, toutes les personnes qui vivent autour de lui sont également exposées à la contamination. Et je ne pense pas que ce soit juste. Je ne pense pas. Ici, c'est facilement pris en compte car il expose tout le monde. Et il a des acheteurs qui vont dans son sous-sol. Venez voir mes marchandises. Ils sont exposés à ça et ils ne pensent pas à ce genre de choses. S'il fait quoi que ce soit avec ces os d'ailleurs, que ce soit les sculpter, les graver d'une manière ou d'une autre, c'est lui qui crée tout ça. C'est comme une histamine dans l'air avec de la poussière d'os contaminés. On a parlé du Federal Bureau of Investigation, non? Devine qui d'autre va s'y intéresser? Le EPA. Tu te souviens de l'affaire du crématorium des 3 États? L'EPA s'en occupait, craignant une contamination des eaux souterraines. D'accord, parce que ce genre de choses, c'est vraiment insidieux quand on y pense et tout le monde y est exposé. Il est également question d'un box de stockage dans cette affaire où il conserve des restes humains et on a tous déjà été dans un de ces foutus trucs, on pense que tout est bien scellé et tout le reste. Eh bien, toutes les personnes qui approchent les spécimens là-dedans, leurs affaires dans cet environnement,
courent aussi le risque d'être contaminés. Tu vois comment ce truc se réplique en quelque sorte? Et à chaque reste que tu sors de là, tu prends le risque d'une contamination. Donc c'est bien plus large que par exemple quelqu'un qui vend simplement un os humain. D'accord, il s'agit de profanation de tombe, il s'agit d'exposer le public à un risque chimique potentiel ici parce que tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne sais pas comment ces corps ont été conservés, quel produit chimique, tu vois, quel genre de mélange a été utilisé pour faciliter cela. Je veux dire, c'est des choses qui nous inquiètent encore aujourd'hui. Et maintenant, il remonte à une époque où les choses étaient vraiment, vraiment toxiques. Il ouvre ses tombes et expose non seulement lui-même, mais aussi tout le monde, les clients potentiels et bien sûr ses voisins également. Papa, il y a beaucoup de couches à tout ça, et je pense que c'est vraiment le cœur du problème. C'est vrai, tu sais, j'ai vraiment de la peine pour les familles qui apprennent ça. Tu sais, recevoir cet appel, je suis sûr que c'est un sentiment qui serait difficile à décrire. J'espère qu'ils auront justice dans cette affaire. Professeur de criminalistique à l'Université d'État de Jacksonville, Joseph Scott Morgan. Quelle histoire! Ce ne sera sûrement pas la dernière fois qu'on en parle. Merci de votre présence. Bien sûr, Chris, prends soin de toi. Jonathan Gerlach demeure en détention avec une caution d'1 million de dollars. Une audience préliminaire est prévue ce mois-ci. Ce sera tout pour cet épisode de Sur l'affaire présenté par Law and Crime. Abonnez-vous sur YouTube et Spotify. Désormais, d'ailleurs, regardez Sur l'affaire sur Peacock. Je suis Chris Stewart, on se retrouve la prochaine fois.